Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Politique, votre rendez-vous proposé par la rédaction de Lyon Mag et qui doit vous permettre d'analyser et de décrypter avec nous l'actualité de la semaine à Lyon. Autour de la table, nos experts. On commence avec Sarah Payon, ancienne élue LREM à Lyon. Bonjour Sarah. Bonjour. À vos côtés, un nouveau visage, celui d'Étienne Tête, ancien élu écologiste à Lyon, à la métropole et qui est toujours avocat aujourd'hui. Bonjour Étienne. Bonjour. Et puis en face de vous, mon confrère Gérard Angel, prêt à en découdre. Bonjour Gérard. Bonjour à tous. Le sommaire à présent et nous évoquerons aujourd'hui cette émission les sujets suivants. État d'urgence climatique à Lyon, la ville peut-elle inspirer un mouvement national? L'ultra-droite lyonnaise est encore active et violente. La dissolution de Génération Identitaire sans encadrement était-elle la pire solution? Future ligne de bus entre la Pardieu et Saint-Exupéry, est-ce la fin du Rhône Express? Et puis le reconfinement du Rhône est officiel, est-ce la faute de la campagne de vaccination? Alors tout le monde s'attendait à ce que le budget genré soit la star de cette semaine du conseil municipal à Lyon. C'était sans compter sur la décision de Grégory Doucet de répondre à l'appel d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, et donc de décréter l'état d'urgence climatique à Lyon. Étienne Tête, honneur aux petits nouveaux. Est-ce que ça implique de vraies nouvelles mesures ou est-ce que c'est une manière de bien habiller le programme des élus écologistes ? Alors il y a deux aspects. Il y a l'aspect d'abord de communication qui est excellent. Il y a d'une certaine manière la petite vidéo qui a été créée et qui montre qu'en une seule génération, on a complètement dépassé les limites en matière d'urgence climatique. Et ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est de la regarder dans le détail, parce qu'on s'aperçoit que dans les années 70, quand déjà on faisait tous les appels halte à la croissance, le Club de Rome, etc., eh bien on s'apercevait que globalement, on était à 20% des productions, et c'était un tiers le reste du monde, un tiers l'Europe et un tiers les États-Unis, qui sont le plus grand consommateur par habitant. Et aujourd'hui, plus de la moitié, c'est le reste du monde. L'Europe fait encore 20%, et les États-Unis, c'est là. Donc on voit bien que les enjeux, ils sont à la fois de consommation individuelle, ils sont à la fois démographiques, c'est vraiment l'enjeu du XXIe siècle. Et puis, cette communication est adossé à un budget d'investissement qui est le double, à peu près, de ce qu'a fait sous l'ancien mandat. Et donc, il y a des priorités en termes budgétaires qui vont se concrétiser. Donc, on va voir réalisation par réalisation, mais je pense que c'est un bon démarrage. On peut enchaîner sur ce budget. Gérard, on le rappelle, 1,25 milliard d'euros pour le plan pluriannuel d'investissement, dont une grande partie va être consacrée à la transition énergétique. Les caisses de l'hôtel de ville sont suffisamment remplies pour dépenser 1,25 milliard d'euros? Moi, je ne vais pas parler chiffres parce que je suis dépassé par les chiffres. Quand on arrive à ces niveaux-là, moi, je ne sais pas à quoi ça correspond. Simplement, j'entends M. Doucet, il est extraordinaire, M. Doucet. Si je comprends bien ce qu'il dit, il est en train de dire « Étienne Tête, vous avez été nul parce que quand vous étiez aux manettes, vous n'avez rien fait. » Est-ce qu'il n'exagère pas un peu, M. Doucet? Parce qu'il croit que le monde a commencé avec lui. On croirait du Colomb dans le texte. Vous vous souvenez, quand Colomb arrivait, il expliquait que c'est lui qui avait tout créé. Je crois même qu'il avait fait l'amphithéâtre des Trois Gaules. Il avait fondé Lyon en 52 avant Jésus-Christ. Là, aujourd'hui, Doucet, il arrive et il découvre que c'est lui qui a à peu près tout fait, puisque les autres n'ont rien fait. Là encore, c'est caricatural et du coup, ça dessert ce qu'il veut faire. Il donne l'impression d'être un boubou de la Croix-Rousse qui va sauver... Il n'est pas de la Croix-Rousse. Qui va sauver le monde en roulant en Tesla et en mangeant du quinoa. C'est pas sérieux tout ça. Non, mais je peux répondre en quelques mots. Oui. D'abord, Gérard Collomb, il y a eu 3 mandats. Il ne faut quand même pas oublier qu'on était... Mais il s'est fait des choses pendant 3 mandats, vous voulez que je vous les rappelle? Non mais attendez. Mais attendez, justement, il s'est fait des bonnes choses lors du premier mandat où on était partenaire de Gérard Collomb et ça n'a pas cessé de se dégrader. Et le dernier mandat, je ne sais pas si vous avez observé, mais on était dans l'opposition. Donc on ne peut pas dire... Vous avez été élu sur ces listes dans la majorité. Dans un partenariat électoral, nous n'étions pas à l'exécutif. Donc c'est hypocrite. Vous n'étiez pas à l'exécutif dans la ville, nous mais vous l'étiez n'étions à la pas à métropole. l'exécutif. Donc nous étions dans l'opposition. Ça a été suffisamment rappelé. Et je crois que sur l'urgence écologique, rappelez-vous le débat qui a parfaitement été chroniqué dans la presse, où on s'est opposé notamment sur le périphérique ouest qu'on avait rebaptisé Anneau des Sciences. Et aujourd'hui, il ne se fait pas, c'est une bonne chose, c'était quand même, rappelez-vous, 2 à 3 milliards d'euros peut-être, un projet. Donc faire
le budget de 6 ans de la ville de Lyon, c'est quand même moins que l'anneau des sciences qui servait à rien. Donc je pense que sur ce plan-là, on est sur la bonne route. Revenons sur l'état d'urgence climatique. Et Sarah, une question. Lyon n'est pas la première à décréter cet état d'urgence. Déjà en juillet dernier, il y avait eu Strasbourg et Bordeaux, qui sont aussi des villes écologistes désormais. Est-ce que la ville de Lyon peut inspirer un mouvement national là où finalement, il faut le reconnaître, les gouvernements successifs ont échoué ? Alors, que les collectivités territoriales prennent toute leur part dans la lutte contre le changement climatique, c'est très bien. Qu'elles aient un devoir d'exemplarité, c'est très bien. Après, elles ne peuvent pas tout faire toutes seules, et c'est aussi le sens de la loi qui est en train d'être débattue à l'Assemblée, la loi climat et résilience. Il y a aussi le rôle que joue l'Europe avec les objectifs. Je sais que M. Angèle n'aime pas forcément les chiffres, mais je vais en donner un ou deux. Je vous écoute, moi je vois vos paroles. Ça avec les objectifs de réduction de 55% des émissions, ce qui est même plus ambitieux que ce qu'on se fixe nationalement et localement. Moi, les grandes déclarations, je vous avoue que j'ai un peu du mal, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, même si certaines ont marqué notre histoire de France, et la plus connue d'entre elles est en préambule de notre Constitution. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les mesures qui sont adossées à cette opération de communication qui est très maligne, hein, j'en conviens. C'est vrai que quand vous dites à vos amis, vous avez vu, la ville de Lyon a voté son plan de mandat, ils vont dire oui, on va peut-être parler d'autre chose ce soir. Enfin, ce soir, en ce moment, il n'y a pas trop de dîners en ville, mais ils vont trouver ça pas très intéressant. Alors que la ville de Lyon déclare la guerre au réchauffement climatique et met le paquet, là, il y a un intérêt, et puis les gens ont voté pour les écolos, ils attendent un discours et des mesures écologiques, j'ai envie de vous dire, jusque-là, rien de surprenant. Après, moi, je rejoins complètement Monsieur Angèle. Ce discours du passé faisant table rase, il ne s'est rien fait en matière de lutte contre le changement climatique, en matière de baisse de la part modale de la voiture, en matière de mobilité, pour la nature en ville, etc. Parce que c'est le discours qui accompagne cette grande déclaration, c'est le discours politique des élus actuellement en place. C'est très dérangeant. Et en plus, je pense que ça dessert complètement la cause qu'on partage tous. Ça, c'est le premier point. Oui, quand même. Dire qu'il ne s'est rien fait, c'est un constat qui est maintenant même constaté par le Conseil d'État, puisqu'on a eu des décisions au Conseil d'État, tribunal administratif de Paris, à la demande des associations de l'environnement, en disant on va commencer à condamner la France pour ne pas avoir pris les mesures. Mais en même temps, parce que le en même temps du discours de Macron, c'est quand même en même temps de signer des arrêtés de déclaration d'utilité publique sur des autoroutes, dont l'un particulièrement symbolique, c'est celui qui a été annulé dans les années 90. On a très bien vécu jusqu'à présent sans cette autoroute dans les années 90 jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, on signe la déclaration d'utilité publique et on défend, il y a des recours bien entendu, on demande un rendez-vous à notre ancien ami Pompili, on n'obtient même pas de notre ancien ami Pompili, ministre de la Transition écologiste. Barbara Pompili. On n'obtient même pas un rendez-vous pour dire quand même, on ne peut pas en même temps faire croire qu'on fait de l'environnement et voter toujours plus d'autoroutes, plus de dossiers qui sont totalement contraires aux ambitions de la France en matière d'écologie, tels qu'ils l'annoncent, voilà, mais qu'ils ne le font pas. Est-ce que je peux simplement vous dire que le droit, c'est votre spécialité, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de la politique. Mais non, mais ne faisons pas les autoroutes. Si on ne les signait pas, on ne les attaquerait pas. Et parce que j'ai attaqué le périphérique ouest et le périphérique nord, le nord, on l'a annulé, et l'ouest, il ne s'est jamais fait. Donc tout le monde est content que grâce à moi, on n'a pas fait le périphérique ouest. Oui. Sur les projets autoroutiers, sur les grands projets, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu un coup d'arrêt avec la présidence Macron. Ça a été une de ses premières déclarations quand il a été élu président de la République. On peut parler de la 45, on peut parler d'autres projets. Après, je pense que ce qui intéresse aujourd'hui les Lyonnais, c'est plutôt ce plan de mandat. Et quand on regarde en détail, moi j'ai quand même quelques points de vigilance qui rejoignent un peu le débat qu'on a eu sur la ZFE la semaine dernière, parce que la plupart des leviers sont quand même à la métropole. Quand vous dites que vous n'étiez pas dans la majorité à la ville, vous l'étiez à la métropole. Et d'ailleurs, ça se passait très bien. J'étais même pas élu à la métropole. Non, mais vous ne connaissez pas bien ma carrière parce qu'elle n'existe plus. Merci. Non, je parle des écologistes. Moi, je ne parle pas des individus, je parle des mouvements politiques. La semaine dernière, on parlait de la zone à faible émission. On avait quand même un certain point de vigilance, et notamment la méthode qui était mise en place pour la mise en place de cette ZFE, qui était très verticale, pas du tout horizontale, avec des grosses inquiétudes sur la concertation. Moi, j'aurais cette vigilance-là sur les mesures annoncées dans le plan de mandat. Et puis, l'autre inquiétude, c'est un peu la mise en concurrence de l'urgence climatique et de la justice sociale, alors que ça devrait être des combats convergents, puisque les victimes du changement climatique seront demain les premières victimes de cette lutte contre le changement climatique, ce qui est une forme de double peine inacceptable.
Allez, c'est un sujet passionnant, mais non, on mais a je passé... voudrais quand même ajouter une petite chose. Très vite, Gérard, très vite. Oui, très vite, mais Étienne Tête dit dans le dernier mandat Collomb, il ne s'est rien fait. Je ne voudrais pas défendre le mandat de Gérard Collomb, mais simplement, il y a eu 900 000 euros dans le premier... 900 000 euros. Le déclassement de la 6 à 7, c'est fondamental dans l'avenir. Or, 900 000 euros dans le premier mandat et 600 000 euros dans le dernier mandat. Arrêtez de parler que de chiffres. Mais derrière les chiffres, il y a des projets. Derrière les chiffres, il y a des projets. Oui. Il faut, et j'espère des projets utiles. Et sur un des mandats, l'essentiel de l'argent est passé pour l'Olympique Lyonnais. La baisse de l'Olympique Lyonnais que maintenant les écologistes soutiennent. Non, puisque non. j'ai vu quand même que vous avez voté à la métropole les écologistes. Vos anciens amis écologistes, peut-être toujours amis d'ailleurs. Toujours amis, il n'y a pas de souci. Vous avez voté la possibilité de changer le plan d'occupation des sols pour permettre à Jean-Michel Aulas d'accueillir une salle sur son stade, sur l'emprise de son grand stade. Donc là aussi, arrêtez de nous donner des leçons, alors que vous, maintenant, vous allez manger dans la main de monsieur Jean-Michel Aulas. Allez, Gérard, on arrête de mettre des pièces dans la machine, on passe à notre deuxième sujet, sinon on n'aura pas le temps de parler de tout. Deuxième sujet, donc l'ultra-droite lyonnaise qui a prouvé samedi dernier qu'elle était encore active et violente malgré la dissolution de Génération Identitaire. La même journée, il y avait eu la librairie anarchiste La Plume Noire qui avait été attaquée, puis des affrontements en ville avec l'ultra-gauche qui ont été à déplorer. Alors Sarah, est-ce qu'avec cette dissolution qui avait été voulue et obtenue par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, on n'a pas cru naïvement que les dizaines d'identitaires disparaîtraient eux aussi du jour au lendemain à Lyon? Non. Je pense que ni Gérald Darmanin, ni les députés Thomas Rudigoz et Jean-Louis Touraine qui demandent cette interdiction depuis longtemps ne sont naïfs. C'est l'éternelle question de, lorsqu'on interdit quelque chose, comment est-ce qu'on contrôle le respect de cette interdiction? Ça marche là pour la dissolution de ces groupes, mais c'est une question qui se pose de toute manière, et notamment au ministère de l'Intérieur sur les questions de sécurité en général. Déjà, est-ce qu'il fallait interdire, est-ce qu'il fallait dissoudre? Oui, je pense que c'était un symbole politique fort, un symbole important. En gros, la République, lorsqu'elle elle comporte en son sein des organisations qui portent atteinte à ses valeurs, qui portent atteinte à ses principes, se doit de réagir, de se défendre et de dire ce que vous faites est illégal, donc nous dissolvons l'association. Ça, c'est le premier point. Certains voudraient que ces organisations puissent encore se réunir. Moi, je pense qu'il faut être assez clair sur ce point. Ensuite, sur le contrôle, le suivi, on est d'accord que ce n'est pas en interdisant l'association que ses membres n'existent plus, que ces individus existent encore, et que ces idées n'existent plus. Donc le combat, c'est un combat de plus long terme, c'est plus compliqué, et il y a effectivement un suivi qui doit être fait de ces groupuscules. Il faut quand même dire que si jamais ces gens recréer une association, il y a des sanctions pénales qui sont prévues, 3 ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende. Est-ce qu'il faut durcir ces sanctions? Pourquoi pas? C'est aussi le travail qui est fait en ce moment à l'Assemblée nationale avec cette fameuse loi sur les principes de la République. Il y a un chapitre qui est consacré. Et puis, est-ce qu'il ne faut pas renforcer les moyens du renseignement ou, comme le propose Thomas Rudigoz, avoir une mission avec un rapport annuel de vigilance sur ces menaces extrémistes, quel que soit leur bord. Les choses à inventer, on peut aussi s'inspirer de nos voisins allemands qui ont un certain nombre d'outils. C'est notamment le texte de loi qui est en train d'être travaillé sur aussi un renforcement du travail entre le ministère de l'Intérieur, le parquet, les services de renseignement. Mais il n'y a pas de naïveté ni de la part du ministère de l'Intérieur ni de la part des personnes qui combattent ces groupes au quotidien. On sait très bien qu'il n'y a pas de baguette magique, mais cette dissolution était indispensable. Il n'y a pas de baguette magique, mais on a quand même un historique à Lyon, puisqu'il y a eu les jeunesses nationalistes d'Alexandre Gabriac, l'œuvre française d'Yvan Benedetti, le Bastion social, qui ont tous été pris dans l'étau de la police, de la justice. Il y a eu une vraie pression qui font qu'aujourd'hui, on n'entend plus parler de ces personnes-là. Gérard, est-ce que c'est à la préfecture aujourd'hui de prendre le relais et de faire pression sur ces personnes? Ah ça, c'est clair que c'est une bonne chose d'avoir interdit et dissous ces organisations qui utilisent la violence pour déstabiliser notre pays. Il faut surveiller le fait que ça ne se reconstitue pas sous une autre façon. Mais moi, je vais aller un tout petit peu plus loin. Il faut aussi, de tous bords, quel qu'il soit, être aussi vigilant et ne pas hésiter à sanctionner d'autres groupuscules qui utilisent la violence pour déstabiliser notre pays. Et on en a à l'extrême gauche, vous le savez très bien. À l'extrême gauche, et puis des extrémistes aussi religieux. Enfin, oui, ça, voilà. Alors complètement d'accord, tous les extrémistes religieux qui aujourd'hui mettent en cause l'unité de la République, eh bien, il faut être intransigeant. Il faut par exemple ne pas accepter que des gens puissent défendre le régime turc actuel sur notre territoire. Vous faites allusion au loup-gris. Je fais allusion au été annulés aussi. Et je m'étonne que on soit
particulièrement aveugle vis-à-vis de certains qui pratiquement ouvertement défendent la politique de M. Erdogan sur notre territoire. Étienne Tête, vous partagez ce qui se dit autour de la table ? Globalement, oui. Je pense que, puis d'ailleurs c'est vieux comme la République, la possibilité de dissoudre. On a dissous la garde qui était militarisée du Front National à une époque parce qu'ils avaient des armes. Donc on l'a déjà fait sous d'autres gouvernements. On le fait quand les faits sont établis. Et pour l'instant, je n'ai pas d'observation sur... on parlait d'Erdogan, ça me paraissait tout à fait légitime aussi que les loups gris soient sanctionnés. Bon, pour leur politique, je veux dire, dès qu'on a le racisme, dès qu'on a la violence armée, hein, ces conditions-là, eh ben, c'est normal qu'il y ait une dissolution. Après, on sait très bien, c'est les renseignements généraux qui le disent, qu'à chaque fois, ça se reconstitue et qu'on les surveille un peu moins pendant un certain temps parce qu'on ne sait pas comment ils se reconstituent. C'est un problème complexe, mais sur le principe, oui, il n'y a pas d'observation. Troisième sujet du jour, il s'agit de la ligne de bus, la future ligne de bus qui se déroulera entre la Part-Dieu et l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Elle est baptisée Centre-Est, elle coûtera 120 millions d'euros au Citral et elle pourrait voir le jour en 2023. Alors la version officielle du Citral, c'est qu'on veut desservir davantage l'Est et notamment des communes comme Chassieux et Genasse. Alors Étienne, est-ce que c'est suffisant selon vous pour desservir ce territoire alors que la plupart des maires demandent à minima un métro ? Alors, moi, je pense que la réponse est positive. On s'est longtemps exprimé sur le problème des métros. Le métro coûte extrêmement cher au kilomètre. C'est de l'ordre de 100 millions d'euros au kilomètre. Donc, on ne peut faire du métro qu'en zone urbaine extrêmement contrainte où, effectivement, donc les premières lignes de métro étaient parfaitement justifiées. Et notamment la ligne D du métro qui est formidable, parmi celles... voilà, donc... mais est-ce que ça veut dire qu'on doit faire tout métro à Lyon ? Sûrement pas. Et pour aller chercher des citoyens et des usagers à Genasse, à Chassieux, ben non, c'est des lignes de bus très performantes, parfois des tramways, mais c'est vraiment la densité de population qui doit guider une politique de transport et pas du tout d'être fan de l'un ou de l'autre mode. C'est les multimodes qui vont faire fonctionner le transport sur l'agglomération lyonnaise. Alors le fait que le bus aille jusqu'à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, c'est pas anodin. Prendre le bus avec le coût d'un ticket TCL pour se rendre à l'aéroport, est-ce que, Sarah, selon vous, ça signifie que demain, c'est potentiellement la fin du Rhône Express, dont le coût du billet est quand même beaucoup plus onéreux ? C'est dur de prédire les choses aujourd'hui. Ce qu'il faut rappeler, c'est peut-être le contexte de Rhône Express. Ça avait fait grand bruit dans la presse l'année dernière lorsque le contrat Rhône Express avait été rompu. C'était un contrat qui avait été hérité du département et dont la métropole avait hérité lors de sa création, et puis donc le Citral. Et c'était un contrat, ce qu'on appelle un contrat léonin, c'est-à-dire un contrat qui était très favorable à l'entreprise privée qui exploitait le Rhône Express et très défavorable à la collectivité. Les Lyonnais voyaient surtout les tarifs, qui étaient un vrai problème, ces tarifs qu'on ne pouvait pas négocier. Et puis, il y avait aussi le fait que le tram T3 n'était pas prioritaire. Il y avait un certain nombre de sujets. Le fait que le Citral lui-même avait dû renoncer à faire des lignes concurrentes, alors que c'est aujourd'hui possible, des lignes de bus au tarif TCL. Aujourd'hui, c'est possible grâce à la rupture de ce contrat. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, même si c'est ce qu'on appelle un bus à haut niveau de service, le temps de desserte, la vitesse commerciale, la fréquence, etc., ne seront pas forcément les mêmes que Rhône Express. Donc ça ne sera peut-être pas le même usage. Ça, c'est la première chose. Donc Rhône Express va devoir effectivement s'adapter à un univers concurrentiel, peut-être proposer d'autres services, etc. Pour l'instant, le président actuel du Citral a choisi une baisse des tarifs à minima pour les gens qui allaient prendre le train, les salariés de l'aéroport et les jeunes. Et bon, ça reste des tarifs, un aller-retour à 19 € par rapport aux tarifs TCL. Aujourd'hui, il n'y a pas matière à concurrencer. C'est-à-dire qu'un jeune de 22-23 ans, il ne va pas payer 20 € l'aller-retour s'il peut payer 3 € l'aller-retour. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, cette problématique se pose. En ce moment, il y a l'effondrement du trafic aérien. C'est dur de faire des pronostics sur ce qui va se passer dans les mois qui viennent. D'accord. Et alors, Gérard, si on parle du Rhône Express, dont finalement, on n'a pas beaucoup de nouvelles de la part des écologistes. Attendez, moi j'ai deux choses à dire. La première, c'est que Sarah nous évoque la rupture du contrat. Si vous ne vous étiez pas précipité avec Monsieur Kimmelfeld pour des raisons strictement électorales, aujourd'hui, ça serait le gestionnaire de Rhône Express qui supporterait l'écroulement du trafic, et c'est eux qui paieraient les pots cassés. Mais nous n'avons pas les dons de voyance que vous avez, nous ne pouvons pas prévoir cette pandémie. Je voudrais terminer. Comme on ne pouvait pas prévoir, mais vous êtes précipité, alors qu'à l'époque,
D'autres ont dit ne vous précipitez pas, on va regarder ce qui se passe. Il y a eu des mois de négociation. Vous êtes précipité, résultat, le trafic s'écroule et aujourd'hui c'est la collectivité qui paye les pots cassés, alors que ça aurait pu enfin être le délégataire. Ça, et les bus n'auraient pas existé. Les bus n'auraient pas pu exister. Je peux ajouter quelque chose. Moi, si ça va dans mon sens, vous pouvez. Oui, d'une certaine manière, oui. D'une certaine manière, oui. Moi, je pense qu'effectivement, on ne fait pas, même s'il fallait rompre le contrat, on choisit le temps et le moment, mais on ne fait jamais ce genre d'opération à 15 jours des élections. Ça ne se fait pas. Jours des élections. Parce que ça veut dire c'est le suivant qui paye, en disant, c'est, de toute façon, soit je gagne les élections, et après, c'est l'électeur qui paye, je m'en moque, et de toute façon, si je perds les élections, c'est le suivant qui paye. Donc de toute façon, je n'ai que des gains électoraux. J'ai vu la polémique entre David Kimmelfeld et Gérard Collomb sur cette opération. C'était effectivement scandaleux de le faire à ce moment-là. Ça coûte 30 millions d'euros à l'arrivée, par les négociations, etc. Le contrat était léonin. Moi, je pense qu'il faut aussi faire un double droit d'inventaire. Le problème de nos délégations de services publics à la française, qui sont scandaleusement favorables en général, c'est pas que le problème lyonnais, en général, et ça avec la complicité de l'État, du Conseil d'État, etc. Et puis le droit d'inventaire de Monsieur Mercier, quoi. Il y a un moment, il y a un homme, il s'appelle Michel Mercier, il faut donner son nom. Ancien président du département du Rhône. Ancien président du Conseil général, oui, du département. Oui, il y a un moment, il faut faire le droit d'inventaire. Comment on peut laisser des élus dans la totale irresponsabilité, j'allais dire, de quelque chose qui coûte des fortunes aux contribuables pour rien et qui enrichissent. C'est vrai que Michel Mercier mériterait une médaille pour l'ensemble de son œuvre, parce qu'il n'y a pas Krone Express. Vous savez qu'il y a eu le musée des Confluences qui a coûté aussi une gentille fortune. Et je terminais, Sarah a raison, par les emprunts toxiques, là c'est le pompon. On est à des centaines de millions que ensuite les contribuables auront été obligés de financer. Voilà. Je pense que le bilan est un des pires gestionnaires en termes économie de la vie publique. Hein. Le Conseil général du Rhône, c'était Conseil général à l'époque, avait à lui seul plus d'emprunts toxiques, ou au moins autant d'emprunts toxiques, que l'ensemble de toutes les autres collectivités nationales. Bon, ça lui fera plaisir s'il nous écoute, mais en même temps, ça fait plaisir aussi aux contribuables qui ont mis la main au portefeuille. Voilà, qu'ils ne savent pas, mais ça leur a coûté des centaines de millions d'euros. Centaines de millions d'euros, les gens ne se rendent plus compte. Les sommes sont tellement énormes que les gens ne se rendent plus compte, heureusement. Et je peux ajouter une chose, et c'est pour ça que la métropole a existé. Moi, je pense que le Conseil général avait besoin de s'adosser à la métropole pour sauver les finances d'un département. Mais c'est tout à fait exact, moi, moi, c'est mon analyse politique. Non, mais je crois que c'est pas seulement politique comme analyse, c'est une analyse factuelle quand on regarde les comptes. Ils n'avaient pas les moyens de rembourser ces emprunts toxiques. Allez, dernier point pour conclure. Depuis jeudi soir, on sait officiellement que le Rhône est confiné pour une période à minima de 4 semaines, un confinement à la parisienne. Ça veut dire qu'on peut encore se déplacer, mais que les commerces non essentiels vont rester fermés. Alors, est-ce que c'est la faute de la campagne de vaccination gérée par le gouvernement ? Moi, la seule chose que je peux dire là-dessus, je ne suis pas du tout un spécialiste, je ne suis pas médecin, puisque notre ami Étienne Tête, avant d'être avocat, était médecin, donc lui, il est beaucoup plus compétent que moi. La seule chose que je peux dire, c'est quand je regarde les chiffres français et britanniques, on a vacciné 10 fois moins que les Britanniques. Il y a un vrai problème. On peut aussi comparer avec l'Allemagne où on est au même taux, donc on peut comparer ce qui est comparable. Mais j'aime bien me comparer à ceux qui sont les meilleurs et pas à ceux qui sont médiocres. Comparons entre pays de l'Union européenne et qui ont commencé à la même date. Les vrais chiffres du vaccin, sur les pays, on est 15e ou 16e en taux de vaccination. On est quand même dans les 10 premières puissances mondiales. On a au-dessus de nous, la Turquie, on en parlait. Comment les Turcs arrivent à être meilleurs que nous? On a la Serbie qui est meilleure que nous. On a la Pologne qui est meilleure que nous. Alors effectivement, l'Allemagne est meilleure que nous, un peu moins. L'Italie est meilleure que nous, mais pas beaucoup. La différence est moins sensible. Mais les Américains, il y a la Bolivie, je crois, qui est meilleure que nous. Enfin, je veux dire, on a fait n'importe quoi en matière de Covid au niveau du gouvernement. On nous a fait croire que les masques, ça servait à rien. On a maintenu les élections en dépit de tout ce qui était dit. Donc, on a eu un pic quand même magistralement fort. Non, pas avec les élections, ça c'est pas vrai. Là, un pic magistralement fort en mars, on voit les courbes. On s'aperçoit qu'on approche les 100 000 morts en France. Donc on a une réalité d'une très mauvaise gestion de la pandémie Covid par le gouvernement qui, j'allais dire,
Le problème du gouvernement, j'allais dire, c'est comme à la bourse. Pour gagner à la bourse, il faut avoir raison avant les autres. Il ne faut pas attendre que ça monte pour acheter. Il faut acheter avant que ça monte. Eh bien, c'est pareil. Vous ne connaissez pas ce don que vous avez pour la finance. Non, mais je connais quand même comment fonctionne la bourse. Et c'est la même chose. Il faut prendre les mesures sanitaires avant que ça monte. Or, aujourd'hui, tous les chiffres sont extraordinairement élevés et on commence à bloquer. Et on attend que ça monte à chaque fois pour dire, bah regardez, ça monte, je suis obligé de... Mais non, c'est avant, c'est anticiper la politique et non pas être un suiviste de politique. Laissons Sarah répondre sur ça. Alors, on avait 60 millions de sélectionneurs, maintenant on a 60 millions de présidents de la République qui disent ce qu'ils auraient fait s'ils étaient à sa place. Alors là, je vous arrête tout de suite parce que je me suis opposé publiquement au préfet sur les mesures sanitaires au moment des élections de mars. J'étais président de bureau de vote. J'ai pas dit le contraire. J'ai dit que je m'y suis opposé. J'ai dit qu'il fallait que tout le monde ait des masques, qu'il fallait une distanciation supérieure de celle qui était prévue, puisque je ne pouvais pas m'opposer aux élections, et qu'en tant que président de bureau de vote, je n'ai pas respecté les consignes du préfet, j'en ai pris des plus restrictives sur mon bureau de vote. Allez, laissons répondre Sarah, personne n'attaque. Je dis juste que chacun a un avis sur la situation, et ce qui est votre cas, ce qui est le mien, etc. Moi, je pense qu'il faut faire un peu preuve d'humilité. Moi, j'aimerais pas être à la place du président de la République, du gouvernement. Il y en a peut-être qui s'y voient. Moi, pas du tout. On est dans une situation changeante avec beaucoup d'inconnus. Là, on parle de la situation sanitaire. Les variants n'étaient pas prévisibles, bien malin qui pouvaient les prévoir. Et chaque décision, à mon avis, n'est pas prise de gaieté de cœur, elle n'est pas prise qu'avec le critère sanitaire, on le sait. Il y a aussi les questions économiques, les questions sociales, on en parle enfin, et les questions psychosociales, psychologiques. On voit aussi les effets d'un confinement strict, les gens qui sont à bout, on voit aussi les entreprises qui mettent la clé sous la porte. La décision n'est pas facile. Moi, s'il y a une métaphore que je trouve assez parlante, vous avez sans doute vu le film Mission Impossible avec Tom Cruise. La fameuse scène où il doit passer entre des rayons laser sans les toucher. Là, c'est un peu à l'image des décisions politiques avec des rayons laser qui sont changeants, des nouveaux qui apparaissent avec les variants. Et j'ai envie de vous dire, ça n'ira jamais. C'est-à-dire que soit vous prenez une mesure trop stricte et on vous dira qu'on restreint les libertés, qu'on atteint la santé mentale des Français, soit on prend des mesures pas assez strictes et on nous dit qu'on fait prendre des risques à la population. Ça n'est pas évident. Donc je pense qu'il faut observer tout ça avec le plus grand calme et la plus grande humilité. Concernant la vaccination, on a pris la décision d'agir au niveau européen. Donc comparons ce qui est comparable, l'Union européenne a commencé à vacciner le 27 décembre. Nous sommes sur des taux similaires à nos voisins, l'Allemagne, l'Italie. On a des stratégies vaccinales qui sont parfois différentes aussi parce qu'on a une organisation territoriale différente. Et pourtant, ces pays confinent aussi. Donc ce n'est pas qu'une question de stratégie vaccinale, c'est aussi qu'il y a ce fameux variant qui effectivement a changé toute la donne du jour au lendemain. Et quant à l'approvisionnement des doses, il ne dépend pas que de la question politique, il dépend des labos, de la production, de la gestion des doses. Et vous voyez bien que tout n'est pas dû aux décisions du président de la République ou du gouvernement, même si ça peut paraître assez facile de trouver un bouc émissaire. Et bien, la première décision du président, c'est quand même de suivre ce protocole européen. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'on parte tout seul sur cette campagne de vaccination ? Non, je pense pas qu'en temps de crise, il faille la jouer solo. Moi, je crois à l'idée européenne. Si l'Europe n'agit pas de concert dans ces moments-là, elle n'a plus de raison d'être. Voilà. Gérard, oui, c'est un mauvais exemple parce que le Brexit, finalement, ça a mieux marché sur le vaccin. Je dirais simplement une chose. Je ne dis pas qu'il aurait dû faire ceci, qu'il aurait dû faire cela. J'en sais rien. Et là-dessus, je suis beaucoup plus modeste que vous. Moi, j'en sais rien du tout. Je dis simplement, quand je regarde et que je compare le taux de vaccination avec l'Angleterre, avec la Grande-Bretagne, ils sont 10 fois meilleurs que nous. Et je préfère me comparer aux bons comme aux mauvais. Vous pouvez comparer les morts, vous pouvez comparer les lits de réa, vous pouvez comparer ce que vous pouvez comparer. Non, mais je parlais de vaccination parce qu'on dit on va s'en sortir avec les vaccins. Je le crois aussi. Oui, espérons-le. C'est ce que j'entends, le médecin que vous êtes. Non, mais les vaccins, c'est un atout majeur contre le Covid. Le problème, c'est que, contrairement à ce que vous dites, le problème des variants, c'est quelque chose qui est connu en biologie. C'est quelque chose qui est connu depuis Monod, le hasard et la nécessité. Donc ça nous ramène à des années très anciennes. On sait très bien que, par définition, les virus, ça mute. Alors on a des traits mutants comme celui de la grippe. Donc on sait que les virus, ça mute. On connaît le modèle de la grippe. Donc ça mute. Soit la mutation n'est pas favorable et n'est pas un gain de vie pour ce virus et disparaît, et il mute tout le temps, soit c'est au contraire un gain de vie, entre guillemets, pour le virus, et à ce moment-là, il va se développer encore plus fort. Donc les variants, il y en a eu peut-être 1000,
Et il en reste à peu près 17 aujourd'hui qui gagnent des parts de marché, entre guillemets, donc il faut gagner. Et comme on a été très vite sur le vaccin, et que le vaccin marche pas sur tous les variants, il faut qu'effectivement casser la courbe du virus d'origine avant qu'il se refasse. Et plus on attend, plus la probabilité d'un nouveau variant sera forte. Ce sera le mot de la fin puisqu'on arrive à l'échéance. C'est la fin donc de cette nouvelle émission que vous aurez, j'espère, plaisir à écouter et à analyser avec nous, surtout en ces temps de confinement. Je vous dis à la semaine prochaine.